À la présidence de la République, une audience a été accordée ce midi par le président de la République, le maréchal Zébidno, aux responsables des ex-factions rebelles soudanaises ayant paraphé l'accord de paix signé à Djouba. Le fonctionnement interne et externe de la haute autorité de médias de l'audiovisuel au centre d'une journée d'information et d'échange. Cette journée fait l'objet des questions-réponses pouvant édifier les participants. Dans l'atteinte des objectifs 2030, un atelier de validation technique du draft 0 se tient ici à N'Djamena. Cet atelier permettra de valider le document soumis à l'appréciation initiative du ministère de l'économie. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le maréchal Zébidno a quitté cet après-midi N'Djamena à destination de Brazzaville, dans la capitale congolaise. Le président de la République prendra part demain aux festivités commémorant le 80e anniversaire de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite contre le nazisme. Le film de l'arrivée du maréchal à Brazzaville avec Ibrahim Adamamat. Ce colloque international entre dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite contre l'Allemagne nazie. Plusieurs chefs d'État ont annoncé leur présence à Brazzaville, la capitale de France libre. Ce lundi après-midi, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a été l'un des tout premiers chefs d'État à rallier la capitale congolaise. À l'aéroport Maya Maya de Brazzaville, les dispositifs protocolaires à l'aéroport, malgré les consignes sanitaires relatives au Covid-19, a respecté un certain standard pour accueillir l'hôte de marque du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso était au pied de l'avion pour accueillir son homologue tchadien dans la pure tradition africaine et fraternelle. Puis l'accueil. Le membre du gouvernement congolais, l'ambassadeur du Tchad au Congo, Mbodou Seyid, et le personnel de la chancellerie étaient également à l'accueil. Après l'intermède protocolaire d'usage, les deux chefs d'État s'entretiendront pendant quelques minutes au pavillon d'honneur de l'aéroport. Nul doute que les sujets à discuter sont nombreux. Ensuite, le président congolais et son homologue montent dans le même véhicule. À la sortie de l'aéroport, quelques membres de la colonie tchadienne vivant au Congo a tenu à venir souhaiter la bienvenue au maréchal du Tchad, lequel s'est arrêté, accompagné de son homologue congolais pour un bain de foule. Une réelle symbiose entre le Tchadien du Congo et leur président de la République. Le cortège s'ébranla pour la résidence du chef de l'État. Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby Itno, tout le long du trajet, ont disserté sur les relations de coopération entre le Tchad et le Congo, mais aussi évoqué la cérémonie commémorant le 80e anniversaire de l'appel de Brazzaville. Si Brazzaville et le Congo sont le point de départ de la libération de la France, le Tchad était le premier pays à répondre à cet appel historique en envoyant des troupes. Et la présence du maréchal du Tchad marque cette belle solidarité qui a toujours caractérisé l'excellent rapport de fraternité entre l'Hexagone et l'Afrique. L'agenda du chef de l'État à Brazzaville prévoit d'autres activités, notamment des audiences à accorder au ministre français des Affaires étrangères et à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. En sa qualité de garant de l'accord de paix signé à Djouba, le maréchal Zébidno, président de la République, a accordé ce midi une audience aux responsables des ex-factions rebelles soudanaises et en paraphé le dit accord. L'audience s'est déroulée en présence du conseiller à la sécurité du président sud-soudanais. Nous sommes Nguti. Après avoir reçu la veille l'émissaire du président sud-soudanais Tout Gatliat, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a accordé ce 26 octobre une audience aux signataires de l'accord de Djouba. Le format de cette rencontre est différent d'une traditionnelle audience. Les garants de l'accord, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et l'émissaire du président Salva Kiir au centre. À leur droite, les ex-frères ennemis soudanais ayant paraphé l'accord et à gauche, les proches collaborateurs du chef de l'État tchadien. C'est dans ces deux corps protocolaires que les signataires de l'accord ont exprimé leur reconnaissance au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour ses efforts incommensurables déployés en faveur de la paix au Darfour en particulier et au Soudan en général.
Connaissant mieux que quiconque le prix de la paix et de la guerre, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a prodigué des sages conseils aux signataires de l'accord de paix. L'application des termes de l'accord peut parfois faire l'objet de frictions humaines, mais tenez bon, regardez l'intérêt général et non particulier. Interrogés à leur sortie d'audience, quelques responsables des ex-factions rebelles signataires de l'accord de Djouba ont à l'unanimité salué l'engagement du maréchal du Tchad en faveur de la paix et de la sécurité au Soudan. Aussi, sont-ils décidés et résolus à appliquer ces conseils? La bonne nouvelle, c'est que les signataires ont pris l'engagement à partir de N'Djamena de regagner le Soudan à l'effet de contribuer à son développement. Ils iront dans un premier temps à Djouba. De la capitale sud-soudanaise, le président Salva Kiir les accompagnera officiellement à Khartoum. L'histoire retiendra enfin que le Tchad et le Sud-Soudan ont œuvré sans relâche pour le retour d'une paix définitive au Soudan, un pays limitrophe aux deux pays. La haute autorité de médias de l'audiovisuel a organisé ce 26 octobre une journée d'information et d'échange. Cette journée relative au fonctionnement de cette institution de la République. On prépare quelques membres du gouvernement, les responsables des médias au Tchad ainsi que partenaires. Marie Joséphine. Cette journée spéciale consiste pour la haute autorité des médias et de l'audiovisuel à informer l'opinion nationale et surtout à échanger avec elle sur la mission première que cette institution s'est vue confier. Une occasion pour le président de la Hama, Dieudonné Dionabay, d'entretenir l'assistance sur le fonctionnement de la Hama, le travail de régulation des informations proposé par les médias audiovisuels électronique, la presse écrite, que ce soit publique ou privée. En dehors de ces rôles, la Hama, selon le président, intervient dans divers domaines d'activité. Haute autorité des médias et de l'audiovisuel, autorité administrative créée en 2018, garantit au Tchad l'exercice de la liberté d'opinion, liberté d'expression et la liberté de la presse dans les conditions définies par les lois 16 PR 2018, 20 PR 2019 et 31 PR 2018. Par rapport à la loi régissant les organes de presse au Tchad, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zen, demande tout simplement aux journalistes de se conformer aux lois issues des États généraux de la communication du Tchad. En voulant très bien faire dans leur domaine d'activité, les journalistes se sont fait piéger eux-mêmes. Pourquoi je dis cela? C'est parce que d'abord il y a eu les états généraux de la communication. Les journalistes ont élaboré un document, ils ont fait des recommandations et en voulant assainir donc leur profession, ce sont eux-mêmes qui ont voulu que le directeur de publication et le rédacteur en chef donc des organes de presse soient des journalistes sortis donc des écoles de journalisme. Les échanges avec les participants ont tourné entre autres autour de l'aide financière accordée par le gouvernement à la presse, de la suspension de certains journaux jugés illégaux, de la formation. À toutes ces préoccupations, le président de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, Dieudonné Dionabay, a apporté des réponses convaincantes, claires et précises. Le ministre de l'Agriculture Abdoulaye a présidé ce matin la cérémonie de remise des véhicules au projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable, initiative de la Banque mondiale au secteur de l'agriculture. C'est pour appuyer la politique du gouvernement dans le domaine de l'agriculture que la Banque mondiale dote le projet renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable des moyens roulants. Ces véhicules contribueront à la mise en œuvre des différentes activités. Il s'agit de véhicules destinés aux services techniques des partenaires de mise en œuvre du projet et ceux de la coordination nationale du PROPAD basée en N'Djamena, de la coordination régionale du PROPAD basée à Sar et de l'antenne locale basée à Mtiman. Le représentant de la Banque mondiale situe l'importance de cet appui. Pendant 2 ans,
Nous avons donc travaillé avec l'équipe du projet pour faire avancer. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'avoir ces moyens avec nous pour pouvoir permettre aux différentes agences d'exécution du PROPAD de travailler dans de bonnes conditions et réaliser les objectifs du projet. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture a magnifié cette coopération agissante. Le ministère de l'Agriculture, avec le soutien de la Banque mondiale, a acquis 18 véhicules pour le compte de PROPAD pour un coût total de 374 990 000 francs CFA, l'objectif de notre cérémonie. Le ministre de poursuivre que la remise des véhicules au projet PROPAD s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement visant l'autosuffisance alimentaire en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Prélude au lancement de la 4e édition du mois du livre et de la lecture, le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Pataligio a fait un point de presse ce matin pour informer l'opinion nationale et internationale sur la tenue de cet événement. Cette 4e édition qui se tiendra le 2 novembre prochain est placée sous le thème « La lecture clé du développement ». Suivez un extrait de ses propos. Mon département a pris l'habitude depuis 2017 de célébrer le livre et la lecture au mois de novembre. En effet, l'on est parti d'un constat commun. Les Tchadiens ne s'intéressent pas ou peu au livre et à la lecture. Pourtant, le livre apporte la lumière là où les populations sont enveloppées dans les ténèbres de l'ignorance et de l'obscurantisme. C'est justement pour sortir notre peuple de cet album et de ces ténèbres intellectuelles que le ministère en charge de la culture, sous l'impulsion du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a voulu pérenniser ces rituels du mois du livre et de la lecture en 2020 sous le thème « La lecture, clé du développement ». Ce thème, tout aussi évocateur qu'exaltant, vise d'abord à sensibiliser les masses populaires. À travers les différentes activités prévues, nous espérons pouvoir susciter à la fois une prise de conscience au niveau des jeunes et un regain d'intérêt de tous pour la lecture. Car un peuple qui ne lit pas est un peuple qui s'abrutit et s'enfonce dans l'abîme. Je voudrais terminer mes propos en exhortant tous les responsables à différents niveaux de mon département et les délégués provinciaux en charge de la culture à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le déroulement du mois du livre et de la lecture 2020 soit effectif dans toutes les structures culturelles publiques et privées au Tchad. Le directeur général du ministère de l'économie et de la planification du développement a procédé au lancement ce 26 octobre d'un atelier de validation technique du draft 0 du 3e rapport de suivi de la mise en œuvre du PND 2017-2020. Cet atelier est à mettre à l'actif du ministère de l'économie avec l'appui de l'UNICEF. Mohamed Omar Moursal. Le draft 0 du rapport annuel des suivis de la mise en œuvre du plan national de développement PND 2017-2021 est soumis à l'appréciation des points focaux des parties prenantes en vue de sa validation. Ce rapport présente l'analyse de l'exécution physique et financière du PND au titre de l'année 2019. Il ressort de ce rapport que le coût provisionnel du PND s'élève à environ 1370,67 milliards de francs CFA. Depuis la mise en œuvre du PND en 2017 à nos jours, le taux d'encaissement est de 55% et celui d'exécution est de 58%. Le rapport de suivi pourrait être un outil d'alerte précoce permettant de corriger les erreurs afin d'apporter des solutions de redressement. Il constitue un processus permanent de dialogue et de concertation entre les parties prenantes et se focalise sur la collecte des informations nécessaires à la prise de décision.
Selon le directeur général de la coordination et de suivi des politiques du développement du ministère de l'économie, Moussa Alimaï, cet atelier contribuera à l'aboutissement du travail de suivi et d'évaluation du PND. Ce draft, une fois validé, sera soumis dans les jours à venir aux membres du gouvernement et aux partenaires pour son adoption. Le ministère de la Justice chargé des droits humains et le projet d'appui à la justice au Tchad phase 2 organise à Bakara un atelier de formation au cadre de l'administration pénitentiaire. Objectif rehausser leur niveau en matière de réinsertion sociale et accompagnement psychosocial intra- et post-carcéral. La formation s'éteindra du 26 au 30 octobre. Thomas Wandiali. 65 cadres de l'administration pénitentiaire, issus de toutes les provinces du pays, renforcent leurs capacités techniques et professionnelles sur les notions de réinsertion sociale et accompagnement psychosocial intra- et post-carcéral, ce qui va leur permettre de mener à bien leur mission. C'est une initiative du ministère de la Justice chargé des droits humains, de concert avec le projet d'appui à la justice au Tchad, phase 2. Selon le directeur général adjoint du ministère, cette formation vient parachever le dispositif de réinsertion sociale, l'une des priorités des plus hautes autorités. Le gouvernement du Tchad, sous la haute clairvoyance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, fait de la question de la réinsertion socio-professionnelle des personnes privées de liberté l'une de ses priorités. C'est à ce titre que depuis 2017, 65 agents sortis de l'École nationale de formation judiciaire ont été déployés dans les 34 établissements pénitentiaires du pays. Ceux-ci sont appuyés dans leurs tâches par plusieurs assistants sociaux. Aujourd'hui, il va sans dire que les agents de la réinsertion sociale et les associations sociaux constituent le maillon plus proche du détenu. Dr Youssouf Ali Mohamed exhorte les bénéficiaires à une participation active afin de tirer profit de ces importants enseignements. Rendons-nous dans la province de la Tandjilé. Le directeur général du ministère de l'administration du territoire, Goundoul Vikama, a officiellement installé le nouveau gouverneur de la dite province dans ses nouvelles fonctions. Eric Keti. La gestion de la province de la Tandjilé est désormais confiée à Bourdane Ouagui, nommé par décret 1996 du 1er octobre 2020. Passant la main à son successeur, le gouverneur sortant, Ndima Béal Bouyalngar Gouchi, a indiqué que la Tandjilé est une zone agro-silvopastorale, mais elle se trouve fortement enclavée, ce qui bloque son développement. Ndima Béal Bouyalngar Gouchi n'a pas aussi manqué de numérer les mots qui minent cette province. Officiant à la cérémonie, le directeur général du ministère de l'administration du territoire, Goundoul Vikama, représentant le ministre, a demandé au nouveau patron de la province de veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité de toute la province. Vous veillerez, messieurs le gouverneur, à ce que tous les cas, fonctionnaires et agents de l'État, soient vivement pénétrés de la pertinence et de la ténacité du pouvoir de l'État. Pour ce faire, sans exception, tous doivent être à leur poste pour s'acquitter avec abnégation de leurs fonctions. Installé dans ses nouvelles fonctions, le gouverneur Antra Bourdane Ouagui a remercié le président de la République, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour la confiance placée en sa modeste personne en le nommant à la tête de la province de la Tandjilé. À cet effet, il promet se mettre résolument au travail pour relever les défis qui l'attendent. Après la cérémonie, le directeur général de l'administration du territoire, Goundoul Vikama, et les deux gouverneurs se sont retirés au salon pour l'examen et la signature du procès verbal. La mission de l'Académie de l'Ouest conduite par le professeur Mohamed Barka s'est rendue à Karal et Massaguet pour constater la rentrée scolaire et expliquer les missions de l'Académie de l'Ouest aux responsables provinciaux. Mohamed Suleiman. Les membres de la mission de l'Académie de l'Ouest, conduite par le professeur Mohamed Barka, poursuivent leur tournée dans la province de Hadjar Lamis. Après la ville de Massakori, le cap est mis sur la localité de Karal. Sur le chemin de retour, la délégation a fait une escale à l'école de Garatalata pour s'imprégner des réalités du terrain. Constat, la rentrée scolaire n'est pas effective. Aussitôt arrivés à Karal, les membres de la mission ont rencontré les responsables locaux de l'inspection pédagogique.
les difficultés que rencontrent les enseignants étaient au centre des échanges. La question de lenteur administrative de leur avancement au niveau du ministère de la fonction publique n'a pas été perdue de vue. Dans la ville de Massaguet, chef-lieu du département de Haras Albiar, les membres de la délégation ont eu une séance de travail avec le secrétaire général du dit département. Là aussi, les mêmes difficultés ont été constatées. Au cours de cette rencontre, le professeur Mohamed Barka a souligné que dans tous les établissements visités, la rentrée scolaire n'est pas effective. À ce sujet, il invite tous les acteurs impliqués à ces processus de respecter leur engagement afin que la rentrée scolaire en cours soit effective. Il a en outre souligné que selon la nouvelle réforme du système éducatif, au niveau des provinces, la coordination des activités de l'éducation, des enseignants, de la formation, de la culture, de la jeunesse et des sports sera assurée par un directeur provincial représentant les recteurs dans sa circonscription. Après avoir salué les efforts consentis par les membres de la délégation, le secrétaire général du département de Haras Albiar relève que dans son département, les établissements rencontrent d'énormes difficultés. Il s'agit entre autres des manques des enseignants qualifiés et des salles de classe. Clôture hier à Koumra, dans la province du Mandoul, de la formation de femmes des groupements féminins sur les activités génératrices de revenus. Les assises ont été clos par la remise de matériel d'accompagnement. C'est le gouverneur de la dite province qui a présidé la cérémonie. Varelaj. C'est pour permettre aux femmes des groupements féminins d'accroître les rendements agricoles que la Fondation Grand Cœur, une fois les outils sur les techniques entrepreneuriales, les offre ces divers matériels de grande importance, dont de la présidente de cette organisation, Hinda Debitno, la première dame du Tchad, qui, à travers cette initiative, envisage de donner la possibilité aux femmes de voler de leurs propres ailes. Nous remercions infiniment notre sœur, la première dame Hinda Debitno, qui est la première fille du Mandoul. Acquis sur fonds propres de la Fondation Grand Cœur, le chef de mission Issa Mohamed Mahdi, qui a été dépêché dans la province, a orienté ses propos lors de la remise officielle vers leur utilisation à bon escient. Je sais que les femmes rurales de la province de Mandoul, vous tenez la houe plus que les hommes. La première dame vous encourage à faire davantage. Le gouverneur de la province du Mandoul, Djamra Betolngar, en sa qualité de la première responsable de cette circonscription, a invité les bénéficiaires à saisir cette opportunité que les offre la présidente de la Fondation Grand Cœur. D'ores et déjà, nous devrons mettre en synergie nos énergies pour les travaux de la terre nourricière, qui a fait l'objet d'une interpellation du maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, président de la République, qui ne manque d'appeler ses compatriotes à s'intéresser aux travaux champêtres dont, conclut-elle, le Mandoul dispose d'une vaste périmètre cultivable. Dans le cadre de l'organisation du deuxième Forum national inclusif, le coordinateur de la plateforme de jeunes de l'Enedi, Chérif Alati Galmaï, au nom de la jeunesse, demande l'institutionnalisation du Conseil consultatif de jeunes pour une meilleure représentativité de la jeunesse. Suivez. Avant d'aborder la question en tant que telle par rapport à nos attentes sur le deuxième forum, je tiens à rappeler le forum de 2018, le premier forum. En 2018, le président de la République, le maréchal du Tchad, nous a promis, dans les recommandations, nous avons recommandé comme quoi nous voulons prendre part à la décision du pays. Et Dieu merci, le président a pris en compte nos considérations. Comme vous l'avez remarqué, vous tous, lors du remaniement du mois de juillet, vous avez vu, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait leur entrée dans le gouvernement. Donc ça, c'est déjà, nous le remercions davantage d'aider les jeunes. Et sans oublier aussi que nous avons eu 30 milliards. Ces 30 milliards, c'est destiné au financement de projets de jeunes dans le domaine de l'élevage, l'agriculture, restauration et autres. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons déposé nos dossiers au niveau de différentes banques. Actuellement, le ministère des Finances et les banques sont en train de discuter pour voir un peu les modalités pratiques pour octroyer ces crédits. Donc ces crédits concernent les jeunes garçons comme filles. Donc ça aussi, je me réjouis de ça. Et en ce qui concerne les autres recommandations, nous avons eu beaucoup de jeunes qui ont eu l'intégration cette année. Il avait promis 20 000 et maintenant les 6 000 ont déjà commencé. Il y a déjà 500. L'arrêté a déjà 8 jours. Donc ça aussi, nous le remercions sur ce point. Maintenant, nous avons aussi l'ONAGES qui a accompagné les jeunes dans différents projets, dans le domaine sportif
et dans le domaine culturel aussi. Nous aussi, on a bénéficié des équipements sportifs de la part de l'ONAGES. Et en ce qui concerne nos attentes par rapport au deuxième forum, nous demandons à ce que le maréchal puisse nous aider à institutionnaliser le Conseil national des jeunes du Tchad. Parce qu'une fois qu'on est institutionnalisé, on peut défendre valablement nos droits. Baisse des niveaux à milieu scolaire au Tchad, quelle piste de solution? C'est le thème d'une conférence de voix organisée par le Centre Al-Mouna. Cette conférence de voix a vu la présence des enseignants-chercheurs. Abdelaziz Omar Sabala. C'est sous le thème la baisse des niveaux à milieu scolaire au Tchad, quelle piste de solution que le Centre Al-Mouna a placé cette conférence de débat. Pour le pédagogue Jim Rassom Thales, l'une des causes de ces phénomènes est l'ambiguïté du profil de certains enseignants, pléthore d'effectifs de classe et le manque de culture de la lecture par bon nombre d'élèves. Comme piste de solution, M. Thales propose une réforme profonde du système éducatif et un investissement dans la formation continue des enseignants. S'agissant de la refonte de l'école tchadienne, le sociologue et anthropologue Mohamed Fouda Djourab propose l'organisation de concours dans tous les domaines pour reconstituer une école de l'excellence. Le conférencier Sali Bakari, enseignant-chercheur à l'école normale supérieure d'Injamena, a quant à lui affirmé qu'au-delà des manques des infrastructures d'accueil adéquates, les grèves récurrentes et les problèmes d'orientation des élèves, un autre problème se pose avec acuité, c'est celui des enseignants du secondaire et du supérieur non qualifiés. Pour donner à l'école tchadienne toutes ces lettres de noblesse, les différents orateurs recommandent aux autorités compétentes de s'attaquer à la corruption, l'immixtion et le clientélisme dans le recrutement des enseignants. Lutte contre le trafic des ivoires, les autorités de forces de défense camerounaises ont saisi 118 défenses d'éléphants ont été saisis à Bam, au Cameroun, entre la frontière camerounaise, équato-guinéenne et gabonaise. Le compte rendu avec Grangacha Milima. 118 défenses d'éléphants ont été saisies à Abam dans le sud du Cameroun au lieu du trafic d'ivoire près de la frontière avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Avec près de 675 kilos récupérés, cette saisie est la plus importante au Cameroun en termes de quantité depuis 5 ans. L'ivoire en provenance du Cameroun était transporté dans une fourgonnette à double fond véhiculant également du bois. Il devait ensuite faire route vers l'Asie selon la douane camerounaise. 4 trafiquants, 3 Camerounais et un Gabonais ont été interpellés avec cette cargaison. Vous savez que nous sommes dans une zone frontalière et que la criminalité transfrontalière est très forte, généralement dans cette zone. Nous avons donc, avec la hiérarchie, comme je l'ai dit, mis sur pied cette mission spéciale pour mener, fouiller, traquer la contrebande là où elle se trouve. Et voilà le résultat, comme vous l'avez bien vu. Il s'agit des pointes d'ivoire. Le Gabon, petit pays d'Afrique centrale, héberge près de 60% des éléphants de forêt qui subsistent en Afrique. Le commerce illégal d'ivoire est la 3e forme de trafic, la plus rentable après les stupéfiants et les armes. Et les trafiquants usent de beaucoup de ruses pour pouvoir, n'est-ce pas, faire circuler malheureusement et faire parvenir les produits prohibés dans des grandes métropoles. Le trafic est alimenté par une forte demande en Asie et au Moyen-Orient où les défenses d'éléphants sont utilisées dans la médecine traditionnelle et en ornementation. Malgré un moratoire sur son commerce international décidé en 1989, l'ivoire peut être revendu jusqu'à 7 000 € le kilo. Ce reportage à caractère publicitaire, la banque commerciale du Chari BCC a lancé ses activités dans la commune du 4e arrondissement de prestations ouvertes à tous, mais vont se faire selon la jurisprudence islamique. Mahmoud Suleiman. La banque commerciale du Chari offre à ses clientèles une nouvelle stratégie de service. Il s'agit de la création d'une nouvelle agence islamique BCC Al-Yusr dans la commune du 1er arrondissement. Cette agence offre ses prestations à tous ses clients sans distinction aucune, conformément aux principes de la religion musulmane. Le BCC Al-Yusr est une entité de la banque commerciale du Chari, soutient son directeur général adjoint. Nous devrions aussi, parmi les principes qui ont été recommandés dans les normes OAFI, qui sont les normes internationales en matière de finances islamiques, qui était de faire une séparation d'activités. C'est pourquoi nous avons songé nous-mêmes à ouvrir une nouvelle agence qu'on appelle désormais l'agence BCC Al-Yusr. Donc c'est une
Fenêtre Islamique, qui est une entité de la BCC, mais complètement, je dirais, séparée des activités classiques de la banque conventionnelle. La cérémonie d'inauguration de cette agence a vu la présence des éminentes personnalités du pays et des diplomates accrédités au Tchad. Et puis, c'est quelques communiqués avant de clore cette édition. La situation épidémiologique de ce lundi 26 octobre se présente comme suit. Sur 251 échantillons analysés, 4 cas confirmés, 1 au Moyen-Chari, 3 au Moyen-Kivu-Ouest, tous contacts de précédents cas, 9 guéris, portant le total à 1277, 0 décès total de décès, 96 sont malades sous traitement. La coordination nationale de riposte invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle aux strictes mesures barrières. À la signature, professeur Choix Chemi, coordinateur national de riposte sanitaire. La coordination du cadre national de dialogue politique CNDP annonce avec regret le décès de son rapporteur général adjoint Kram Ali Abel, survenu ce jour 26 octobre 2020 à la clinique Providence de N'Djamena suite de maladie. Au nom de toute la classe politique, le CNDP présente ses condoléances à la famille éplorée. La coordination du cadre national de dialogue politique perd en lui un cadre dévoué et consensueux. Que Dieu accueille l'âme du défunt dans son royaume. Pour la coordination du CNDP, le rapporteur général Aladoum Djarma Balthazar. Sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.